podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bonjour, vous écoutez le podcast des masterclass de Trends Tendance et je suis Pierre-Henri Thomas. J'ai le plaisir d'avoir en face de moi Pierre-François Coppens. Bonjour Pierre-François Coppens. Bonjour Pierre-Henri Thomas. Et vous êtes fiscaliste, vous présidez l'Académie de droit fiscal Pierre Coppens et vous venez de publier un ouvrage qui passe à la loupe les 20 plus belles optimisations fiscales du pays. Le problème, c'est que le gouvernement veut justement resserrer la vis au niveau fiscal et je voudrais avoir votre avis sur deux mesures dont on parle beaucoup. L'une est en gestation, l'autre est en vigueur. La première, donc, c'est sur les sociétés de management et l'autre, c'est sur la taxe sur les plus-values. Alors, vous pensez quoi de cette taxe sur les plus-values qui touche les personnes physiques, donc ? Alors, comme je l'avais déjà exprimé quelques fois, je trouve que le principe d'une imposition des plus-values sur actions n'est pas dans l'absolu quelque chose de heurtant. La seule chose, c'est que la mesure, d'abord, il faut savoir qu'on est au stade d'un avant-projet de loi, donc on n'est pas encore très avancé. Elle pose différents problèmes au niveau de sa technicité. C'est une mesure très compliquée. Il y a trois types de plus-values qui sont visées. Les cessions internes, les plus-values internes, les plus-values réalisées par les particuliers, les plus-values, sur actifs financiers. Et puis alors, il y a les plus-values importantes qui, elles, ont un système, vous savez, si vous détenez plus de 20%, vous avez une gradation dans la taxation, qui d'ailleurs n'est pas très méchante. Mais c'est quand même déjà très complexe, je trouve, et cela peut poser des problèmes aussi au niveau de la sécurité juridique, parce que certaines mesures ont quand même un effet rétroactif larvé. Je pense par exemple à la taxation des plus-values en cas de rachat partiel d'assurance vie. Mais quand vous avez souscrit un plan d'assurance vie et que vous avez payé la prime d'entrée, on vous avait promis l'exonération des plus-values. Donc, et là, c'est fini. Donc c'est une tradition belge. Mais la question aussi, c'est, on touche à une icône fiscale belge finalement, l'exonération des plus-values pour les personnes physiques. Et est-ce que la rentabilité n'est pas faible par rapport à cette destruction d'une icône fiscale qui plaçait notre pays sur la carte mondiale fiscale pour les investisseurs ou les épargnants relativement aisés? Alors évidemment, c'est tout un débat politique parce qu'on sait très bien qui est à l'origine de cette demande, donc il fallait sans doute trouver un accord équilibré. Moi, je pense qu'effectivement, cette mesure abîme un petit peu, de manière relativement légère pour l'instant, l'esprit d'entreprise et la volonté de création d'entreprise par ce système-là. En revanche, j'ai peur qu'on ait ouvert la boîte de Pandore et que d'ici quelques années, avec peut-être quelques évolutions politique, on ne soit plus dans des montants aussi faibles. Quoique les 10%, c'est déjà pas mal pour les particuliers. Je dirais qu'elle est faible pour les cessions d'entreprise, mais pour les particuliers, il y a l'exonération, bien entendu, qui est prévue, mais qui n'est quand même pas énorme, et qui en plus est conditionnée à l'obligation de déclarer. C'est quand même aussi quelque part un peu perturbant. Ça sur les plus-values. Maintenant, sur les sociétés de management, autre bouteille à l'encre actuelle, vous en pensez quoi ? Parce que c'est vrai qu'on a vécu en effet une explosion du nombre de sociétés de management ces dernières années. Donc il y avait quelque chose. Alors ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que d'abord, contrairement aux idées reçues, pour le vivre au quotidien, les sociétés de management sont terriblement contrôlées, notamment la réalité des prestations. Vous connaissez la théorie de la rémunération qui veut vraiment qu'on prouve les prestations effectives. Ensuite, les choses ne sont pas très claires, je trouve. Il faudrait d'abord éclairer le débat. Est-ce qu'on vise les sociétés qui donc font des prestations de gestion, les sociétés du management au sens premier, ou les sociétés unipersonnelles? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui titille je dirais le gouvernement, en se disant il y a beaucoup de gens qui exercent en société unipersonnelle, ne payant pas évidemment les cotisations à l'IPP et les cotisations sociales. Mais ce à quoi il faut répondre que d'abord c'est tout à fait légal. Ensuite, c'est un peu retourner le problème. S'ils sont en société de management, c'est peut-être parce que la fiscalité à l'IPP est écrasante et ne leur assure aucune couverture sociale, aucune garantie de pension, et qu'il est légitime, c'est presque une mesure de légitime défense fiscale que d'utiliser ces sociétés de management. Donc je trouve que c'est placer le curseur un peu à l'étroit. Et puis je dirais aussi d'un point de vue sans trop développer, c'est que
on s'acharne sur, 60, 66 000 sociétés de management. Il faut quand même voir un petit peu si c'est vraiment là que se trouve la zone où il y a le plus d'économies à faire. On peut faire un débat sur les emplois publics. Je crois que le Trends avait publié, il y avait près d'1 million de fonctionnaires. Voilà, il y a peut-être moyen de rationaliser, on va dire, aussi de ce côté-là. D'accord. Maintenant, venons-en au cœur de votre ouvrage. Les optimisations fiscales, est-ce que ça veut dire que la Belgique a encore une image finalement positive vis-à-vis de l'étranger comme pays où il est possible de faire des choses au niveau fiscal? Alors, au niveau fiscal, je crois qu'on est vraiment relativement attractif parce qu'on a développé ce qu'on appelle des niches, des incitants bien précis pour certains types d'investissements, pour certains types de secteurs d'activité, pour certains types d'entreprises. Ce qui peut-être heurte un investisseur, c'est plutôt le poids des cotisations sociales. C'est donc un autre débat. Mais enfin, sur le plan fiscal, je pense qu'on a quand même quelques belles mesures. Alors, je peux en évoquer l'une ou l'autre, si vous le souhaitez. Donc, par exemple, tout ce qui est les dispenses de précompte professionnel pour les chercheurs, donc 80% d'abattement, donc c'est quand même pas mal. Pour les sociétés qui innovent, donc qui créent des logiciels, par exemple, ce qu'on appelle la déduction de revenus d'innovation, 80% de revenus nets d'innovation. Pour celles qui se créent et qui engagent des employés, donc on a une dispense de 10% pour les jeunes entreprises. La déduction pour investissement a également été reliftée il y a quelque temps, et c'est pas mal parce que vous avez quand même 40% par exemple de déduction pour les PME qui font des investissements économiseurs d'énergie, des choses comme ça. C'est très positif. Ce qui moi me gêne un petit peu, c'est que ces mesures sont évidemment conditionnées parfois à toute une série de formalités et d'exigences qui sont un petit peu lourdes, et il y a aussi des contrôles qui parfois sont un peu trop musclés par rapport à l'esprit. L'objectif, c'est quand même de ne pas décourager ces incitants. Vous pensez que l'administration fiscale est trop rigide dans certains points? Enfin, vous êtes un spécialiste des droits d'auteur, et dans ce cas-là, par exemple, on a vu en effet que l'administration fiscale dictait presque les conditions d'application de la loi. Il y a plein de problèmes, évidemment. On pourrait parler des heures sur les droits d'auteur, c'est pas mon objectif. Alors évidemment, ça fait partie des mesures qui sont évidemment introduites par le législateur, mais qui ont donné lieu à une utilisation assez abondante. Alors évidemment, il y a des abus, ça c'est incontestable. Des professions ne sont pas légitimes toutes à l'avoir. Ce qui est beaucoup plus contestable, c'est que quand vous êtes vraiment dans les conditions clairement et que vous respectez l'esprit de la loi et des limites légales, l'administration estime de manière parfois arbitraire que ce n'est pas original, fixe les conditions de la nouvelle loi de manière rétroactive, c'est assez insupportable, notamment des conditions comme la communication au public. Elle a pour vocation aussi à considérer que souvent on est plus un technicien dans un savoir-faire, mais je trouve que parfois c'est même à la limite des jugements moralisateurs plus que des jugements en droit sur ces matières-là. C'est ça, d'accord. Donc on a parlé des incitants finalement pour les sociétés, des incitants fiscaux qui existent. Il y a d'autres mesures, peut-être plus historiques. En fait, si vous voulez, mon bouquin reprend une vingtaine, un peu plus, parce que j'en ai développé encore quelques-unes à la fin. Et je trouve qu'il y a trois catégories de mesures fiscales. Il y a d'abord les incitants, ce dont je vous parlais, tout ce qui a pour vocation de soutenir soit l'innovation, la recherche, par exemple aussi le régime des impatriés, donc ce qu'on appelle anciennement les expats. Ensuite, vous avez des constructions fiscales qui sont historiques, qui ont été inventées, je ne sais pas combien de temps, mais souvent par quelques ingénieurs fiscaux, je dirais, comme les constructions usufruits, les superficies, l'utilisation d'un bureau à domicile. Ça, c'est évidemment très contrôlé, mais en même temps, c'est bien connu. Et puis, il y a entre les deux, c'est vraiment ces régimes qui ont été créés et qui ont un succès énorme, qui sont les droits d'auteur, les sociétés de management. Et c'est là que l'administration met toute son énergie, parce qu'elle a le sentiment qu'on est sorti du cadre, alors que nous avons la conviction qu'on a simplement profité légalement du cadre. C'est pas la même chose. Et est-ce que le dialogue est encore possible pour finalement avoir un cadre suffisamment ample pour que la mesure ait du sens et suffisamment balisé pour que l'administration fiscale ne pousse pas des hauts-cris? Est-ce que donc ce dialogue entre finalement vous, gens du chiffre, et l'administration fiscale et le politique existe?
Alors, le dialogue entre avec l'administration fiscale devient quand même de plus en plus difficile. Alors, contrairement aux idées reçues, on a encore quand même des réunions et des échanges. Ce qui est plus perturbant, c'est que souvent, on a le sentiment qu'on nous écoute, qu'on va sans doute aller dans le sens qui nous est favorable, et puis tombe le coup près, et qui est totalement différent. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ou bien ils ont choisi un revirement, ou bien quelqu'un dans la hiérarchie leur a dit que ce n'était plus acceptable. Et donc on est quand même partagé en se disant que l'écoute se réduit. Mais il y a quand même toujours moyen d'argumenter, de se défendre, mais c'est très variable selon un contrôleur à l'autre. En réalité, c'est très subjectif. Si vous êtes on sait quelles sont les personnes qu'il faut éviter, etc. Donc il y a quelque chose qui reste très humain dans ce métier, évidemment. L'autre remarque qu'on pourrait faire, c'est bien d'avoir des dispositions fiscales, encore faut-il qu'elles soient stable dans le temps. Et là, la Belgique a souvent été un mauvais élève dans la stabilité. On a l'exemple type, c'est les précomptes mobiliers. On a eu, par exemple, le boni liquidation, 0, puis 10, puis de mémoire 21, puis 27, puis 30. J'espère qu'on ne va pas aller plus loin, parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a des mécanismes comme la réserve de liquidation, dont je parle également dans le bouquin, qui permettent évidemment d'y échapper. Cette insécurité juridique, pour moi, elle se reflète notamment avec ces plus-values sur action. J'ai un petit peu peur, parce que je crains que on puisse petit à petit modifier ce régime et un investisseur se dit oui, bon, pour l'instant on va avoir sur les 2 premiers millions, il y aura juste un 25%, c'est rien du tout. Moi je suis partant si on me dit un 25%, mais quand même beaucoup de clients me disent oui, mais ça va monter, ça va pas être le même montant, on va durcir les conditions, l'administration va fixer ses propres règles d'évaluation d'une entreprise. C'est là qu'est l'insécurité. Et donc on a souvent l'impression qu'on est dans un jeu et tout d'un coup l'administration enlève toutes les pièces du jeu et puis les met à sa guise, quoi. Ça c'est un petit peu effrayant, je trouve. C'est ça. Et, finalement, votre système fiscal idéal, ce serait quoi? Ce serait d'avoir une discussion un peu. Luxembourg à l'époque avait été vanté pour ça, une discussion franche entre le gouvernement en place et les gens qui disent voilà, cette mesure fiscale ou cette transposition de directive, comment pourrait-on avoir un avantage finalement par rapport aux autres États membres et attirer de l'activité et mais je pense que les mesures qui sont conçues sont objectivement intéressantes. On parle, par exemple, quand vous parlez des directives européennes, c'est très bien de les avoir mises en œuvre. Le dialogue, je dirais, avec les instances fiscales importantes ou avec le gouvernement reste quand même possible. La seule chose, c'est que on a tellement complexifié le système que le problème se situe parfois moins au niveau de la norme elle-même que de la mise en place de la norme. Et donc ça, c'est notre métier, nous, professionnels du chiffre, experts comptables, d'expliquer. Et parfois, c'est quasiment impossible à expliquer. Dans quel domaine, par exemple? Vous avez justement la déduction pour le revenu d'innovation, qui est une fantastique mesure, qui est une mesure qui permet à quelqu'un qui crée des logiciels d'avoir une déduction. Alors, je ne vous dis pas le fichier Excel qu'on doit utiliser pour mettre en place ce système qui tient compte de ce qu'on appelle un ratio nexus, d'un cost plus, qui tient compte du fait qu'il faut éliminer les frais historiques, mais que l'on peut diviser par 7, qu'il faut prendre une partie du résultat et pas tout, qu'il faut distinguer dans les services et biens divers ce qui est éligible ou non dans le régime. Et à la fin, le client, il a une tête comme un seau, il ne comprend plus rien. Et donc, nous, on peut effectivement faire ça à sa place, mais il y a quand même des choses qui nécessitent beaucoup de pédagogie quand même. C'est ça. Donc finalement, ça manque de visibilité, même pour celui qui ne sait pas s'il doit faire appel à ces dispositions ou pas, tellement c'est complexe. Voilà, il y a des gens qui se disent ça va prendre, c'est trop compliqué. Alors on a évidemment l'option d'introduire un ruling pour pouvoir sécuriser, et c'est vrai que ce service est très utile. Il est composé de gens très compétents et très réactifs. Moi, j'ai toujours de très bons contacts, mais évidemment, quand vous les sollicitez, ils vous ajoutent souvent des éléments qui sont pas forcément prévus par le texte. Alors je sais qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas, ils n'aiment pas trop qu'on dit qu'on ajoute des conditions à la loi, mais dans les faits, c'est ajouter en tout cas des conditions pour le ruling. Et donc ça, quand on est en droit d'auteur, en innovation, en usufruit, etc., et qu'on voit certaines conditions, on a un petit peu peur, quoi. D'accord. Ok. Peut-être une dernière question. Vous seriez ministre des Finances si vous auriez une baguette magique pour
inventer un nouvel incitant fiscal, ce serait quoi? Ou en modifier un, Écoutez, je crois que la principale des règles fiscales, ce serait tout simplement de réduire la progressivité de l'impôt qui est effrayante. Alors, évidemment, il faut bien comprendre que tous les mécanismes qui sont mis en place et qui sont parfaitement acceptés, puisqu'ils sont contrôlés et vérifiés, ce ne sont que des réactions par rapport à cette effrayante progressivité de l'impôt. Alors, évidemment, on sait très bien que chaque diminution, en tout cas chaque geste fait pour réduire la progressivité coûte une fortune, mais néanmoins il y a quand même on peut escompter un effet retour. On veut s'attaquer aux sociétés de management. Acceptons le principe que les sociétés de management unipersonnelles ne soient plus admises. Mais à ce moment-là, si l'on reste à l'IPP, on vous assure une couverture sociale, une possibilité d'avoir des incitants en termes de pension, on réduit la progressivité et donc quelque part, il y aura un effet retour en termes de recettes fiscales. Mais je dirais que là, ce qui est le plus mal vécu pour les contribuables et les clients que je reçois, c'est vraiment l'idée qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et souvent, certains préconisent d'aller au Luxembourg, non pas parce que c'est fiscalement plus attractif, mais parce qu'on sait que ça ne bougera pas. Et donc, c'est cette stabilité qui est essentielle. D'accord. Merci beaucoup, Pierre-François Coppens. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Chassez les coûts invisibles. Frais bancaires, logiciels en double, procédures lentes. Un audit More révèle jusqu'à 5% d'économie immédiate. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.